La franc-maçonnerie, en réalité, est toute puissante en République. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Bauer, etc. Il y a que toutes les lois sont faites par les planches, dans les... Comment dirais-je, dans les temples et dans les loges. La République, en fait, est une émanation de la maçonnerie, mais ce n'est jamais dit. C'est-à-dire que, sous l'Ancien Régime, l'Église était à côté du roi officiellement, et moi, ce que j'explique, c'est que la franc-maçonnerie est l'Église, le clergé occulte de la République, mais ça peut être qu'occulte, puisque la République prétend qu'il n'y a rien entre l'État et le citoyen. Alors c'est pas vrai, entre l'État et le citoyen, il y a quelque chose qui prétend parler au nom d'eux, et qui fait en fait les lois, c'est ce qui est revendiqué par la Grande Loge nationale de France et le Grand Orient, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Bauer et Stefanini, hein, ils le disent. La France, c'est 40 000 vénérables et 150 000 frères, et pas du tout les citoyens qui finalement sont des vaches qui regardent passer des trains, hein, des spectateurs. Un pouvoir parallèle, une force occulte, un État dans l'État, peu importe l'influence qu'on lui prête, la franc-maçonnerie a depuis toujours alimenté toutes sortes de fantasmes. On dit que on ne peut pas constituer un gouvernement sans qu'il y ait au moins un ministre franc-maçon. Le gouvernement, les informations se recoupent. Il y a à peu près une demi-douzaine de ministres qui sont francs-maçons. C'est d'ailleurs toujours dans les mêmes ministères que ça se retrouve. Hein, mais ça depuis toujours, c'est-à-dire à la défense, à l'intérieur, aux relations avec le Parlement évidemment, à l'éducation nationale. C'est quelquefois le ministre, c'est quelquefois son entourage, sont quelquefois des maçons, ils ont quelquefois simplement été initiés avant, mais c'est très clair. On ne peut pas dire que la franc-maçonnerie en France n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir. Une institution et, a fortiori, un réseau, c'est un peu comme un iceberg. Il y a l'influence visible et puis il y a l'influence invisible. Ce qu'elle pèse aujourd'hui, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Est-ce que cette franc-maçonnerie est en quelque sorte un gouvernement occulte, comme l'affirment par exemple les catholiques, qui en sous-main dirigent la République et dont les hommes au pouvoir ne seraient en quelque sorte que les marionnettes? Les francs-maçons sont l'objet d'une triple accusation. D'abord, ils ont voulu instaurer la République contre la monarchie. Deuxièmement, ils veulent décatholiciser la France. Et troisièmement, ils constituent le véritable pouvoir. Car derrière l'apparence d'un pouvoir parlementaire, ministériel, il y a les loges, il y a le Grand Orient notamment. Franc-maçon du Grand Orient de France. Européiste, il se prononce en 2005 pour la ratification du traité constitutionnel européen. En 2008, il avait menacé de quitter le PS si ses camarades ne ratifiaient pas le traité de Lisbonne. Milite pour une harmonisation européenne des politiques de défense, donc pour la perte de la souveraineté militaire de la France. Sioniste, il est proche du CRIF. Notable du PS depuis près de 4 décennies. Lors du vote pour la réforme constitutionnelle de 2008, pour la ratification du traité de Lisbonne, il s'abstient. Lors du vote parlementaire sur le mécanisme européen de stabilité, qui brade une nouvelle fois un pan de la souveraineté française aux instances européistes, il s'abstient comme la plupart des parlementaires socialistes dont il dirige le groupe, permettant ainsi l'adoption du MES à la majorité absolue. Est mandaté durant la campagne par François Hollande pour traiter la question du vote juif et récupérer les voix et surtout le soutien de la communauté. En 2008, maire de Nantes, il fait voter une subvention de 400 000 € destinée à la rénovation et à l'agrandissement du local servant aux réunions de cette loge maçonnique. Face aux critiques de l'opposition, il dut finalement abandonner le projet. Frère d'Antoine Cahuzac, qui fut président du directoire de HSBC Private Bank France avant d'être nommé en janvier à la tête d'une importante filiale d'EDF. Lors du vote de la réforme constitutionnelle de 2008 permettant la ratification du traité de Lisbonne, il s'abstient. Lors du vote à propos du mécanisme européen de stabilité, il s'abstient. Afin de préserver la confiance des investisseurs, il se prononce pour une rigueur budgétaire, précisant que cet objectif interdit la création de postes dans la fonction publique durant le prochain quinquennat.
Il fait de la confiance des marchés sa priorité. Membre du Grand Orient de France, sa suspension est demandée en avril 2013 par le Conseil de l'Ordre du Grand Orient suite à une sombre histoire de compte en Suisse. Issu d'une famille jérusaliste, au père le tournant de la rigueur au début des années 80 en tant que Premier ministre de Mitterrand, entraînant la rupture des communistes avec le PS. Il est mis en cause à cette époque dans l'affaire tragique du Rainbow Warrior, bateau de Greenpeace dynamité par des agents de la DGSE. Également mis en cause dans la sinistre affaire du sang contaminé, au cours de laquelle des poches de transfusion sanguine ont été contaminées par le virus du sida, faute de mesures préventives. Il est ministre sous Jospin lors du passage à l'euro et de la création d'Areva, du congrès de Versailles de 2008 concernant la réforme constitutionnelle permettant la ratification du traité de Lisbonne. Il ne prend pas part au vote. Lors du vote concernant le mécanisme P1 de stabilité, il s'abstient comme les autres parlementaires socialistes, permettant l'adoption du mais à la majorité absolue. Au début de l'année 2012, il se rend en Israël où il rencontre le président Shimon Peres et le ministre de la Défense Ehud Barak. Il participe au dîner organisé par le club Le Siècle. Il participe aux réunions du groupe Bilderberg. Il prend part au dîner du CRIF. Il participe à des réunions maçonniques. Son appartenance à la franc-maçonnerie n'est pas officielle mais évidente. Marié à la journaliste Nathalie Ben-Sahel, militant trotskiste à CDB, soutien de Dominique Strauss-Kahn en 2011, il se rallie ensuite à François Hollande. Sioniste, il est franc-maçon du Grand Orient de France. Il prône une république spirituelle, considérant la franc-maçonnerie et la laïcité comme religion de la République. Il soutient la ratification du traité de Lisbonne par la France, et milite pour le fédéralisme européen, et une harmonisation politique, économique et fiscale au sein de l'Europe. Au Parlement européen, il défend les intérêts sionistes et collabore activement au projet de déstabilisation de la Syrie. Franc-maçon du Grand Orient de France. Durant la campagne de François Hollande, il est chargé du programme présidentiel de François Hollande. À propos du traité de Maastricht, qui préfigure le traité de Lisbonne, il déclare « Maastricht apporte aux dernières années de ce siècle une touche d'humanisme et de lumière qui contraste singulièrement avec les épreuves cruelles du passé. » Lors du congrès de Versailles en 2008, il vote pour la réforme constitutionnelle permettant la ratification du traité de Lisbonne. Lors du vote qui permit la ratification du mécanisme européen de stabilité, il s'abstient comme la plupart des parlementaires socialistes, permettant l'adoption du mais à la majorité absolue. Il participe au dîner du CRIF, en particulier en 2003 où il est présent aux 12 heures pour l'amitié France-Israël avec François Hollande, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, Pierre Lelouch et Benyamin Netanyahou, Premier ministre de l'entité sioniste. Participe aux réunions du groupe Bilderberg, notamment en 1992 aux côtés de Jacques Toubon, Ernest-Antoine Seyer, Philippe Villain, André Lévy-Lang ou encore Bernard Arnault. Manuel Valls. Il est né à Barcelone en 1962. Il n'a acquis la nationalité française que par la naturalisation en 1982. Il est ami avec Alain Bauer, qui est le parrain d'un des enfants de Manuel Valls. Alain Bauer, ancien maître du Grand Orient de France de 2000 à 2003, reconverti depuis lors dans la criminologie. Emmanuel Valls, le 4 février 2008, vote pour la réforme de la Constitution permettant la ratification du traité de Lisbonne, ce qui veut dire soumission totale au mondialisme. En juin 2009, Manuel Valls visite une brocante de la ville d'Evry, dont il est député maire, et il lâche « Belle image de la ville d'Evry. Tu me mets quelques blancs, quelques whites, quelques blancos. » En 2010, il se déclare favorable au contrôle par la Commission européenne des budgets nationaux, ce qui signifie totale soumission aux partis d'étrangers, totale soumission à l'européisme, qui est l'avatar local du nouvel ordre mondial. Il participe aux réunions du groupe Bilderberg. À ce sujet, je salue le travail de l'équipe We Are Change Paris, qui a interrogé Manuel Valls sur ses activités liées au groupe Bilderberg, vidéo disponible gratuitement dans Dailymotion. Franc-maçon et bien évidemment membre du Grand Orient de France et du club Le Siècle. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a déclaré le lundi 21 mai 2012
qu'il n'accepterait pas la présence sur les territoires, je cite, de soi-disant théologiens prônant la haine du juif, lors du dîner annuel du CRIF Marseille-Provence. Il poursuit. En tant que ministre de l'Intérieur, je n'accepterai pas que viennent sur notre sol de soi-disant prédicateurs, de soi-disant théologiens qui prônent, que ce soit avec des mots durs ou des mots doux, la haine du juif, a affirmé le ministre qui faisait lundi à Marseille sa première sortie en province. Donc pour sa première sortie en province, l'actuel ministre de l'Intérieur n'a pas eu d'autre idée que d'aller voir le CRIF. Là encore, c'est un signe à qui l'envoie. On ne se pose pas la question, car c'est dit clairement, il va en province aller au CRIF, lors du dîner annuel du CRIF de Marseille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit, qu'il n'accepterait pas de personnes, soi-disant prédicateurs, qui, avec des mots durs ou des mots doux, la haine du juif. Par contre, si sur le sol français, des personnes ont des mots doux ou des mots durs contre le catholique, le musulman, l'athée ou tout simplement le français ou l'européen, là, il n'y a pas de problème, bien évidemment. On peut lire, sous les ovations, il avait aussi affirmé que le boycott de l'État d'Israël est une aberration. Pour conclure, la politique du gouvernement israélien doit être critiquée, mais jamais sur sa légitimité, et encore moins sur son existence. Et là, pour finir, aucun État n'est à ce point menacé. Ce qui laisse évidemment songeur. Il avait également déclaré auparavant, par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Issu d'une famille jérusaliste. Soutien historique de Dominique Strauss-Kahn. Lors du vote pour la réforme constitutionnelle de 2008, pour la ratification du traité de Lisbonne, il s'abstient. Directeur de campagne de François Hollande durant la campagne de 2012, il est vice-président du Cercle de l'Industrie, lobby patronal européen, en lien avec le MEDEF, dont Strauss-Kahn fut également président et initiateur avec Friedrich Lévy, PDG de Renault, et Maurice Lévy, président du directoire de Publicis, participant aux réunions du groupe Bilderberg. Les principales entreprises représentées au sein de ce lobby sont celles du CAC 40. Participe à la rencontre entre Manuel Valls, François Hollande et Richard Pasquier, président du CRIF. Lors d'une entrevue, Hollande s'engagea à combattre fermement l'antisémitisme et l'antisionisme. Franc-maçon du Grand Orient de France, il prône l'intégration de la laïcité dans la Constitution. Millionnaire, il déclare une fortune d'1,17 million d'euros, omettant la société civile, la Sapinière, qu'il gère avec Ségolène Royal, dont le capital s'élève à plus de 900 000 euros. Membre du Club Le Siècle. Sioniste, il participe à plusieurs reprises au dîner du CRIF, qui salue sa victoire. Il est également membre de la fondation atlantiste French American Foundation. En 2005, il fit campagne pour le oui au référendum visant à ratifier le traité constitutionnel européen. Lors du vote de 2008 concernant la réforme constitutionnelle permettant la ratification du traité de Lisbonne, il s'est abstenu. Lors du vote concernant le mécanisme européen de stabilité, il s'est également abstenu. Il est élu président de la République, avec moins de 40% des suffrages exprimés. Il est mis en cause par la plainte d'Emmanuel Verdun, qui l'accuse d'avoir couvert les agissements pédophiles qui auraient été perpétrés par Jack Lang.